Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Ce soir, notre première invitée est une femme. Et quelle femme? Yam Abbas, actrice et réalisatrice palestinienne. Dans un formidable film qui sort la semaine prochaine, elle joue le rôle de Fatima, une femme libre dans un pays où les femmes ne le sont pas, l'Algérie de la guerre civile des années 90. L'occasion pour nous de nous intéresser au statut des femmes au Maghreb. Puis notre débat portera sur l'élection présidentielle française, un scrutin qui passionne et inquiète l'Europe. Nos voisins ont le regard braqué sur le résultat du premier tour qui se déroulera dimanche. Quelles peuvent en être les conséquences pour l'avenir de l'Union européenne? On en débattra. Enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons nos inséparables chroniqueurs Xavier Mauduit et François Saltiel qui s'enverront en l'air, enfin dans l'espace. Xavier nous apprendra à éviter les astéroïdes, tandis que François nous fera découvrir des astronautes militants anti-Trump. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Nadali. Quel plaisir de vous retrouver. Et moi donc. Et en plus, quelle compagnie, et en plus en compagnie de Claude Askolovitch. Bonsoir. Vous aussi, c'est un bonheur de vous accueillir, Claude, vous savez. C'est réciproque. Bienvenue et bienvenue à vous, Yam Abbas, ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes donc actrice et réalisatrice, vous êtes à l'affiche de ce film, donc À mon âge, je me cache encore pour fumer, film réalisé par Rayana qui sortira en salle mercredi prochain, le 26 avril. Et je dois aussi annoncer que vous êtes la marraine du festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui aura lieu à Paris du 25 avril au 14 mai. Alors dans ce film, nombre de scènes, l'essentiel du film se passe dans un lieu bien particulier qui est un hammam. Absolument. Et un hammam, c'est un lieu assez paradoxal, c'est un lieu clos, hein, on est enfermé. Et en même temps, dans ce film, c'est le seul lieu où les femmes sont vraiment libres, en fait, libres de parler, de s'exprimer. C'est un lieu de liberté, mais un lieu clos. Absolument, parce que dans un hammam, d'ailleurs, dans le monde arabe, je crois dans certaines cultures, on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes. D'ailleurs, même à Paris, c'est la même chose. C'est rare qu'on trouve un hammam où les deux sexes peuvent être en même temps ensemble. Je dirais que ce hammam, et c'est plutôt une métaphore de l'histoire de ce film lui-même. Ça veut dire qu'on parle quand même des années spécifiques en Algérie, donc les années noires. Et on est au début des années 90. Hein. Absolument. Et on parle vraiment de la souffrance en deuxième degré de la femme pendant cette période-là. Et la femme étant opprimée doublement, j'ai envie de dire, dans des situations politiques de cet ordre-là, dans ce hammam, d'un seul coup, même si le hammam est fermé, mais le hammam les protège du monde extérieur. Le monde extérieur qui est extrêmement... Le monde, quand même, où, dans le film, c'est le monde extérieur, c'est le danger. Le monde extérieur, c'est cet homme qui vient pour essayer de tuer sa sœur et ces hommes qui veulent vraiment mettre, en fait, les pays et les femmes sous la loi. Voilà. Donc ce hammam est aussi un bouclier, en quelque sorte, une protection. Et à la fois, ce hammam, il est le lieu où ces femmes se libèrent. Voilà. On y revient dans un instant. On se retrouve juste après votre empreinte digitale par Marc-Antoine de Porrette. D'accord. En tapant Yam Abbas sur Internet, on découvre les affiches des films très variés dans lesquels vous avez joué. De Chacun cherche son chat, de Cédric Lapiche à Munich, de Steven Spielberg, de Free Zone d'Amos Gitaï à The Visitor de Tom McCarthy, un parcours cinématographique éclectique à l'image de vos origines. Vous venez au monde à Nazareth, en Galilée, dans une famille palestinienne déchirée par les frontières. Vos rêves de liberté s'épanouissent dans les livres. Vos parents, tous deux enseignants, ont installé pour vous et vos 9 frères et sœurs une pièce dédiée à la lecture. À l'âge de 8 ans, vous interprétez une pièce de théâtre dans laquelle vous jouez une mère qui a perdu son fils. L'émotion du public provoque chez vous un déclic. Il faudra attendre encore presque 20 ans de plus pour vous découvrir au cinéma dans Noces en Galilée de Michel Cléfy. Mais c'est surtout Satin Rouge de Raja Amari qui vous place sous les projecteurs. Vous interprétez une femme qui apprend la danse du ventre dans un cabaret. Les scènes dénudées font scandale, mais vous ouvrent la voie d'un cinéma engagé. Vos films mêlent 2 thématiques récurrentes, l'identité en tant que palestinienne d'Israël qui vit en France depuis plus de 30 ans. Vous parlez d'ailleurs arabe, hébreu, français et anglais. On retrouve aussi la tradition qui pèse sur le statut de la femme dans la société. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en 2012, votre premier long métrage en tant que réalisatrice se nomme Héritage. Cette même année, vous participez au jury du Festival de Cannes. Aujourd'hui, vous revenez avec À mon âge, je me cache encore pour fumer. Dans ce film de la réalisatrice Rayana, vous interprétez Fatima, la tenancière dans les années 90 d'un hammam en Algérie, dans lequel se croisent mère, sœur, maîtresse, islamiste. Des bains où s'épanche le cœur des femmes. ودورك كل وحدة تغسل ترميها وغير ترميها يا دين الرب
Le tournage n'a pas pu se dérouler en Algérie à cause de la nudité. Yam Abbas, assiste-t-on à une régression des droits des femmes dans ce pays? Alors Yam Abbas, est-ce que, comme le demandait Marc-Antoine de Porrette, on assiste aujourd'hui, dans cette période, à une régression du droit des femmes dans ce pays? On sait par exemple, à l'inverse qu'au mois de mars, pour la première fois, il y a une loi réprimant les violences faites aux femmes qui a été adoptée en Algérie. Donc est-ce que ça c'est un pas qui va dans le bon sens? Quel sentiment vous avez D'ailleurs, je suis vraiment pas très à l'aise de répondre à cette question, justement parce que, d'une part, je ne suis pas algérienne de tout. Et je ne connais vraiment pas la société algérienne, donc je veux pas prétendre dire des choses que je ne connais pas. Je crois qu'en règle générale, on est loin dans le monde entier d'atteindre une égalité réelle entre l'homme et la femme. Disons les choses telles qu'elles sont, que ça soit absolument, que ça soit en Europe ou que ça soit dans le monde arabe. Après, dans le monde arabe et dans certains pays et dans certains régimes, c'est encore plus difficile parce que si vous voulez, il y a un mélange de la tradition avec la religion des fois mal comprise, mal interprétée, qui fait que la femme, elle est vraiment doublement victime d'un système. L'homme l'est de part de la situation peut-être politique et la femme doublement parce qu'il y a la situation politique et il y a la tradition et il y a la condition sociale. Est-ce que vous avez regretté, mais vous, avec tous les combats pour la liberté que vous portez, de ne pas avoir pu tourner ce film dans un pays du monde arabe? Je crois qu'il a été tourné en Grèce, dans un vieux bâtiment. Qu'il ait fallu aller dans un pays... On a tourné en Algérie, les extérieurs d'ailleurs. C'est tourné à Alger, ça c'est sûr. Et c'est les scènes de nudité qui n'ont pas pu être tournées en Algérie. Alors, c'est les scènes de nudité et je crois que aussi c'est en Algérie où c'est pas très facile de tourner. Je crois que les autorisations ils sont pas très simples, mais je crois que Michel Gavras, la productrice, et Rayhana peuvent vous répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Mais ce qui est important pour revenir à votre question, ce qui est important pour moi, c'est pas là où je tourne le film, c'est que le film soit fait. Et qu'il soit vu là-bas? Et qu'il soit vu là-bas, certainement. Je crois que ça ne va pas être vu tout de suite. Mais comme vous savez, le secret de piratage, comme moi, tout le monde le verra. Il sera forcément vu à un moment ou à un autre en Algérie et dans les pays du Maghreb. Absolument, et partout. Partout dans le monde. Je vous propose d'ailleurs qu'on voit tout de suite un extrait donc, de ce film de Rihanna où on va voir que dans ce hammam, dans ce lieu clos où les femmes peuvent parler et justement et se livrer en toute liberté, elles abordent aussi des sujets tabous, des sujets liés à l'amour et même carrément à l'orgasme. On regarde cet extrait. يديروا العمر يسموها أوركاس وبالعربية ما على باليش جاب لي ربي ما يقولوهاش. Alors c'est toujours compliqué de parler de sexe dans le cinéma du monde arabe justement. Le mot orgasme... Je crois que le mot orgasme, en fait, il a une traduction en arabe, mais ce n'est pas utilisé, ce n'est pas dans le dialectal. Après, chaque pays, encore une fois, a sa tradition. Vraiment, il faut... Moi, je suis palestinienne, donc je connais très bien la culture palestinienne. Et justement, vous avez tourné d'ailleurs Yam Abbas dans un autre film qui se passe dans un autre pays. Et lui aussi, ce film est tourné pour l'essentiel dans un lieu clos où vivent des femmes, Nadia. Oui, ce film s'appelle Dégradé. Il est sorti en 2016, l'an dernier. Il a été réalisé par les frères Nasser. Et là, effectivement, le gynécée, c'est pas le hammam, c'est le salon de coiffure. Il y a une histoire un peu compliquée de lion qui s'est évadé d'un zoo. Et 13 femmes se retrouvent coincées dans ce salon de coiffure qui est situé pas n'importe où, mais à Gaza. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que la guerre, finalement, c'est pas du tout le sujet principal du film. Il n'y a pas d'image de bombardement comme on en voit dans les journaux télévisés. Est-ce que c'était important pour vous de raconter Gaza et plus largement le conflit israélo-palestinien par ce prisme-là, pas comme on le voit habituellement dans les journaux? Absolument. Il faut savoir que ça peut être aussi un point d'attaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression, parce qu'on est palestinien, parce qu'on est arabe, avec une identité arabe, la seule chose qu'il faut raconter, c'est son propre conflit, son propre histoire, la situation de la femme, la situation politique dans les pays arabes. Moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de parler d'autre chose.
J'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de jouer une femme complètement normale, moderne, pas nécessairement voilée, et qui a des choses aussi autres à dire en tant qu'arabe. Parler de divorce, de sexe. En revenant à Dégradé, c'est un film justement qui ne raconte pas le conflit israélo-palestinien. C'est un film qui raconte la situation des femmes à Gaza, mais c'est quelque chose qui raconte l'entre-société palestinienne. Et là, vraiment, la structure féminine qui raconte un peu de ce qui se passe dans la société palestinienne à l'intérieur de Gaza, à part les drones qui sont dans le ciel et la présence, si vous voulez, la présence israélienne tout le temps. Mais c'est pas, voilà, c'est pas sur la guerre de Gaza. Et on a entendu pareil des gens, pardon, juste j'ai fini, mais pourquoi vous faites un film pareil? Il faut quand même parler du conflit israélo-palestinien. Excusez-moi. Pardon. Et vous évoquiez la pluralité des identités des uns et des autres. vous avez aussi, Yam Abbas, vous êtes palestinienne, vous avez aussi la nationalité française. Est-ce que vous disiez que vous avez... Voilà, vous êtes française. Est-ce que vous disiez que vous aviez envie de rêver? Quand vous voyez les débats en France aujourd'hui, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, autour de la question de l'identité, qu'est-ce que ça vous fait rêver? J'ai envie de rêver aussi. Ça vous fait rêver ou ça vous fait peur? J'ai envie de rêver et moi je réfère souvent en fait à des choses qui ont été écrites, à des choses qui ont été dites. Je suis en plein travail sur Bernanos pour un spectacle qui va se faire bientôt avec un interprète metteur en scène qui s'appelle Jean-Baptiste Sastre, avec qui un grand écrivain catholique très à droite d'avant-guerre, mais qui avait tout compris à la guerre d'Espagne. Alors, il faut se méfier des appellations, et il faut se méfier de tous les adjectifs qu'on peut vraiment donner à cet écrivain. Et il avait une vision et une sorte de prophétie de vraiment ce qui, pour lui, la France allait être. Et quand on lit sa littérature d'avant, et quand on regarde aujourd'hui, ces mots qu'on choisit des fois à dire, mais vraiment pour faire, pour ramasser des gens autour de nous, la patrie, le patriotisme, si vous voulez, la tyrannie, il faut l'étranger, l'identité, voilà. l'espérance. Je veux dire, il faut quand même un peu ouvrir son cœur et un peu être à l'écoute de l'autre avant de faire des grands discours. Pardon. Vous avez raison, Yam Abbas, merci. On ira voir votre spectacle sur Bernanos. Mais avant, il faut aller en salle, donc à partir de mercredi prochain, voir ce film de Rihanna. À mon âge, je me cache encore pour fumer. Merci Yam Abbas d'être venu nous en parler ce soir et à bientôt. L'émission continue et place au débat sur la campagne présidentielle française vue par nos voisins. L'Europe retient son souffle dans l'attente du résultat du premier tour qui se déroulera dimanche et de l'affiche des deux finalistes. Quelles seront les conséquences de ce scrutin pour l'avenir de l'Union européenne? Nous en débattons juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Sur ces images, des candidats et le même décor, à une différence près. Derrière Marine Le Pen, pas de drapeau européen. Une exigence de la candidate du Front National. Je veux être présidente de la République française, je ne souhaite pas être présidente de la Commission européenne, d'autant que je considère que l'Union européenne a fait beaucoup de mal à notre pays. Marine Le Pen, une présidente europhobe à l'Elysée, c'est le scénario qui inquiète nos voisins européens, que ce soit dans les couloirs feutrés des institutions européennes ou sur les plateaux télé. Si Marine Le Pen gagne, l'Europe, c'est fini. L'autre candidat anti-européen redouté par nos voisins, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ses hologrammes ont séduit, mais ses doubles discours intriguent. Et les éditorialistes sont parfois cinglants. Anti-allemand, doux avec Poutine, Mélenchon n'est pas le sauveur de la gauche. Une presse européenne interloquée par le Penelope Gate et la décision de François Fillon de continuer à faire campagne, coûte que coûte. Le candidat des conservateurs, François Fillon, est devenu le symbole de ceux qui s'en mettent plein les poches. Un candidat étrillé par des médias allemands, plus tendre avec Emmanuel Macron, le beau gosse qui lisait Goethe. Utopiste sans programme pour ses détracteurs, Messi pour ses soutiens. Un Emmanuel Macron qui joue la carte des symboles européens. Hymne à la joie et drapeau hier soir en meeting à Nantes. Une réponse à Marine Le Pen qui prône la sortie de l'Union. À 3 jours du premier tour, entre la montée du populisme et les affaires, quel regard nos voisins portent-ils sur cette élection? L'avenir de l'Europe, avec ou sans la France, se jouera-t-il dimanche prochain?
On va essayer de répondre à ces questions ensemble ce soir. Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Denis McShane, vous êtes ancien ministre britannique des Affaires européennes, c'était entre 2002 et 2005, sous le gouvernement de Tony Blair. Vous êtes donc un homme politique britannique travailliste. Et selon vous, Denis McShane, aujourd'hui la France, elle est bloquée, vous dites même qu'elle est constipée, je vous cite. Et cette situation, justement, doit obliger la France à réinventer la politique. On va y venir. À vos côtés, bonsoir Ana Navarro Pedro, vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais de centre-gauche Visão. Visão. Excusez mon accent décidément déplorable. Et alors, selon vous, Ana Navarro Pedro, on s'attendait à une campagne électorale française très ennuyeuse et finalement, pour vous, elle a été passionnante, notamment à cause de la prédominance d'un thème majeur, le fameux dégagez-les, voilà, le dégagisme qui a plané sur cette campagne. Et puis à vos côtés, bonsoir Thomas Sanke. Bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt. Voilà, parfait. Le mal en pis, hein. Vraiment, vous êtes gentil, vous êtes charitable. Quotidien libéral allemand, il faut le préciser. Et pour vous, Thomas Sanke, donc c'est une élection clé, que l'élection présidentielle française, une élection clé pour toute l'Europe. Et le risque ne tient pas seulement à la menace Marine Le Pen, mais au fait que si on les additionne, si on additionne les scores probables de différents candidats, 40 à 50% des Français, des électeurs en tout cas, devraient voter pour des candidats qui promettent de façon diverse, mais plus ou moins une sortie de l'Union européenne. Et ça, évidemment, ça a un sens assez profond pour l'Allemand que vous êtes. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, je me tourne vers vous, Nadia, puisque vous avez une question en 28 secondes, me semble-t-il, une question d'un téléspectateur. Oui, 28 secondes précises, oui. Là, je vous lis la question. La sécurité, le terrorisme n'a pas été un thème de campagne, mais a fait irruption cette semaine. Quel autre thème les candidats ont-ils oublié d'évoquer? Denis McShane, est-ce qu'il y a effectivement un thème, selon vous, un sujet, une question qui a été injustement escamotée par les différents candidats? Je crois la pauvreté. Il est là dans les discours assez populistes, bien sûr, de M. Mélenchon et le petit candidat, si je peux le dire, de la gauche. Mais on n'a pas une vraie réponse, il me semble, tous les grands candidats, à cette question de la division de deux sociétés. Il y a deux France qui existent. Et là, franchement, je n'entends pas un discours, un programme. Le revenu universel, un petit peu le revenu universel, franchement, on l'a essayé dans les autres pays, c'est assez gadget. Non, attaquer, c'est le même problème en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, aussi aux États-Unis, c'est des divisions, clivages entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas ou n'ont pas assez pour avoir une vie décente. Ana Navarro Pedro, les questions sociales, la pauvreté. Non, mais j'abonde dans le même sens. Ce que j'ai entendu très souvent les gens me dire, c'est mais ils ne savent pas comment nous on vit. Ils n'ont pas la moindre idée comment on peut vivre avec 1 600 €, avec des personnes dans le couple au chômage, avec 2 enfants. Ils ne savent pas ce que c'est ne jamais aller en restaurant, ne jamais sortir, ne jamais s'offrir quelque chose de superflu. Quand M. Macron dit « j'ai connu des temps difficiles quand j'avais 1 000 € par mois étudiant à Paris », ça vous frappe? Macron qui a dit ça. 1 000 € par mois, un étudiant à Paris serait ravi même aujourd'hui. Alors, il y a 20 ans ou plus, je pense que son pouvoir d'achat était encore plus élevé. Donc, c'est une déconnexion totale avec ce que vivent les gens au quotidien. Et c'est une des raisons du fameux dégagisme. Vu d'Allemagne, il y a un thème qui a été assez dominant dans cette campagne présidentielle qui a étonné, semble-t-il, c'était la question, le sujet des affaires, de l'argent, des accusations de corruption, en tout cas de détournement de fonds publics qui pesaient par exemple, et une mise en examen qui pèse sur François Fillon. Comment est-ce que ça a été perçu en Allemagne? Ça a beaucoup étonné, surtout parce qu'en Allemagne et dans d'autres pays aussi, je crois, Fillon ne serait plus candidat. Pas seulement pour ce qu'on lui... Il n'aurait pas pu être candidat en Allemagne? Non. Pas seulement pour ce qu'on lui reproche, mais surtout à cause de sa réaction, à cause de ses, je dis quand même, mensonges répétés. Il a, je ne sais pas combien de fois finalement, il a changé la date à partir de laquelle sa femme a commencé à travailler. Ses enfants qui ont travaillé pour lui étaient des avocats. En réalité, ils étaient encore à l'université. Vous êtes si vertueux que ça en Allemagne? Non, on n'est pas si vertueux que ça, mais tout simplement, on a envie qu'on peut se fier à la parole d'un politique. Et quand il a dit que je ne vais plus être candidat si je suis mis en examen, et finalement, il a dit je reste quand même candidat parce qu'il y a des cabinets noirs qui ont fait ça, qui ont fabriqué ça contre moi. Ça dit quand même quelque chose sur le caractère de ce candidat et sur sa fiabilité
et aussi sur sa capacité d'incarner la fonction du président. En Allemagne, on ne triche pas avec l'argent, mais on triche avec son doctorat. C'est très amusant, le nombre des vedettes. Et même là, il faut dégager. Les vedettes, surtout de la droite allemande, qui ont fabriqué le fait qu'ils ont un doctorat qui était écrit par quelqu'un d'autre, n'ont même pas mais on ne leur pardonne pas non plus. Oh, ça, c'est encore plus cruel que tricher de l'argent. En France, on fait les deux. Il y a aussi des hommes politiques français qui ont triché sur leurs examens. Claude. Si on laisse les docteurs allemands, est-ce que nous sommes perçus en Europe, parce que vous n'êtes pas seulement britannique, vous êtes européen, comme un pays bizarre, où les dirigeants s'autorisent trop de choses et où le peuple accepte trop de choses? Pas forcément par rapport à l'Espagne ou chez moi, c'est absolument normal. Il y a énormément de députés qui payent leurs femmes un salaire à travers monsieur, madame l'imposable. Peut-être ils le déclarent chez moi. On a 20 députés conservateurs qui maintenant ont sous l'œil de la police et du procureur général pour fraude dans les dernières élections. On ne sait pas qui seront candidats ou pas. Madame May vient d'annoncer une élection pour le 8 juin. Il y a une mauvaise langue chez moi qui disent « Ah, c'est une bonne façon de se débarrasser de ce scandale-là ». Mais la question n'est pas là. Tant que ça, c'est une forme de népotisme qui est légale puisqu'elle est acceptée par la loi, certes. Mais la question, c'est quand on se présente comme le champion de la probité, puis ensuite on fait ce qu'il a fait, finalement, il y a un décalage énorme. Et c'est tout le problème. Quelle confiance peut-on faire à quelqu'un? C'est le problème avec l'Allemagne aussi, qui souvent donne des leçons au reste de l'Europe sur le ton de la morale et qui après se trouve parfois prise la main dans le sac aussi. Donc voilà. Alors on va laisser tranquille François Fillon deux minutes pour se tourner vers une autre particularité qui intrigue souvent nos voisins européens. C'est le profil de nombre des candidats à l'élection présidentielle française. C'est votre chiffre du jour, Claude. Et ce chiffre, c'est pas qu'il les inquiète, c'est pas qu'il les intrigue, il les inquiète. Les responsables européens, 5 comme le nombre de candidats, dont 2 sont très sérieux, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, qui envisagent d'une manière ou d'une autre une sortie de la France, de la zone euro et de l'Union européenne. Il faut citer les 3 autres, Claude. Les 3 autres s'appellent messieurs Dupont-Aignan, Cheminade et Asselineau. Mais sans leur faire injure, Mélenchon et Le Pen, c'est plus creux. N'est-ce pas, Thomas Sankey? Question, est-ce que nous autres Français sommes en train de préparer, sommes capables de préparer ce que les compatriotes de M. McShane ont fait, c'est-à-dire un Frexit? Est-ce qu'on est capable de ça? Je crois que c'est un des énormes paradoxes de cette campagne. Quand on voit ça, moi je dirais même qu'il y a 8 candidats qui sont plus ou moins contre l'Union européenne, contre l'euro. Ceux qui parlent de sortie, c'est 5. Oui, qu'il y a 3 qui sont pour. Donc c'est Macron, Fillon et Hamon. Et tous les autres, bon. Mais c'est un des paradoxes que, comme j'ai dit, il y aura probablement plus de 40% des voix pour des candidats qui sont pour la sortie de l'euro. En même temps, les Français disent qu'à 70%, qu'ils sont très attachés à l'euro. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Et la seule explication que j'ai pour moi, c'est finalement, les Français ne regardent pas tellement les programmes des candidats, mais leur discours, leur manière de se présenter. C'est la fameuse règle des 70-15-15. Donc, 70% de l'effet d'un candidat, c'est son extérieur, le timbre de sa voix, je ne sais pas quoi. Il n'y a que 15% qui compte, c'est le contenu de son discours. Mais cet euroscepticisme qui plane sur le casting des candidats à la présidentielle, ça devrait vous réjouir, Denis McShane. En tout cas, ça devrait réjouir les Britanniques, les Brexiteurs. Ils votent. Les Brexiteurs adorent, oui, adorent ce discours-là, mais il faut être sérieux. Le Frexit a eu lieu en 2005. C'est la France qui a dit non à l'Europe à l'époque. À la Constitution européenne. Oui, mais à l'Europe, en effet. C'est une vote anti-européen, soyons clairs. C'est pas ce que disaient nombre de ceux qui prenaient le non au projet de Constitution européenne. Ils prenaient une autre construction de l'Europe. Tous les référendums sur l'Europe, 7 siècles, je parle de 7 siècles, Irlande, Danemark, même le Pays-Bas sur l'Ukraine, étaient à terminer avec un non. La nôtre était 20 fois plus sérieux parce que c'est carrément pour sortir totalement et on a s'est débarrassé d'un Premier ministre et Mme May maintenant doit représenter la moitié du pays anti-européen. Et en effet, l'Europe est en question parce qu'il est si facile à blâmer l'Europe pour tous les problèmes qu'on a dans les pays qui sont vraiment la responsabilité du gouvernement. Elle est blâmable en même temps. C'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est 27 et bye-bye l'Angleterre pays.
Et c'est leurs dirigeants qui décident la politique européenne à l'échelle du Conseil des ministres et appliquent. Ce n'est pas l'Europe qui a obligé les Grecs d'être totalement clientélistes et corrompus pendant des années et des années et des années. J'ai quand même envie de... Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Je crois, pour revenir sur 2005, c'est vraiment une date, c'est une fracture, c'est une césure dans la politique française entre la population et ses élites, ses représentants, parce qu'ils ont voté d'une certaine façon et ensuite on a fait le contraire de ce qu'ils avaient demandé. Cette césure, elle est nette et claire. Là, et on sent maintenant peut-être les effets plus fortement. Mais je ne crois pas, même des gens qui vont voter Marine Le Pen par conviction, parce qu'ils veulent autre chose, parce que c'est sur son programme xénophobe, c'est sur son programme l'emploi aux Français d'abord qu'ils vont voter, eh bien, même pour l'Europe, ils se disent non, mais elle nous a promis un référendum, mais elle a promis de respecter le résultat. Moi, par exemple, je voterai contre la sortie de la France. Donc, c'est plus compliqué que cela, je pense. C'est plus... Alors, en Angleterre, en tout cas, c'est fait. Hein, le vote sur l'Union européenne, il a eu lieu l'année dernière. Et les partisans du Brexit, donc, ils observent notre élection présidentielle avec attention. Et voilà justement que la première ministre britannique Theresa May vient d'annoncer, par surprise, la convocation d'élections législatives anticipées pour le début du mois de juin. Quelle drôle d'idée, c'est le bang-bang à charge d'Olivier Boucreux. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Alors que les Britanniques parient en masse sur notre présidentielle, leur Premier ministre joue au poker avec son Brexit. Alors, faut-il mettre Theresa May au tapis? Elle a reçu Emmanuel Macron à Downing Street à huis clos il y a quelques mois. Mais l'histoire ne dit pas s'ils ont trempé l'Europe dans leur thé en levant le petit doigt. Theresa May, qui n'est pas au passage la sœur de notre Mathilda, ni même une lointaine cousine middle class, s'intéresse de très près à nos élections. Normal, le choix du président des French Frogs aura forcément une incidence sur sa roast beef politique. Une politique à contre-courant qui lui aura d'ailleurs fait retourner sa veste en tweed plusieurs fois. Eurosceptique dans l'âme, cette maîtresse femme de 60 ans est passée par la case maintien du pays dans l'Europe avant d'assumer une version hard du Brexit, limite SM, vu sa fermeté très thatchérienne. Brexit signifie Brexit et nous en ferons un succès. Aujourd'hui, tout en haut dans le ciel brumeux des sondages, celle qui est arrivée au pouvoir par forfait a demandé à la surprise générale des élections législatives anticipées. Sans doute un peu jalouse, la cheftaine du Parti conservateur, ancienne ministre de l'Intérieur, veut elle aussi son élection reine pour être en position de force dans les négociations avec l'Union européenne. Fille de pasteur, sans enfant, tout comme la Merkel, avec laquelle elle partage également un certain look et un charisme incertain, Theresa May, en ce joli mois de mai, sera enfin fixée. Elle saura avec lequel des 11 candidats de notre X-Factor à nous, elle va pouvoir chanter en duo, ou pas. Merci Olivier Boucreux. Alain Navarro-Pedro, est-ce qu'on est inquiet chez vous, au Portugal, petit pays qui a beaucoup donné à l'Europe et qui a beaucoup reçu, d'un refus français qui vous couperait du reste de l'Europe, par nous, par les Pyrénées? C'est vraiment une très grande crainte. Tous les jours, on essaie de se rassurer dans la presse portugaise. Emmanuel Macron va probablement gagner d'après les sondages, etc., d'après les rapports. Mais on a très peur si Marine Le Pen, Mélenchon arrivent au pouvoir, voire Fillon, qui effectivement, par rapport à l'Europe, n'a pas une position aussi ouverte, par exemple, qu'Emmanuel Macron ou même voire Benoît Hamon. Donc on a très peur. Géographiquement, regardez, il n'y a que les Pyrénées qui nous rattachent à l'Europe via la France. Ça va nous mettre, si la France quittait, ce serait catastrophique à tout point de vue, un tsunami dans une Europe fragile, pour des économies encore très fragiles, des sociétés très fragiles dans les deux pays de la péninsule ibérique. Et géographiquement aussi, on serait coupé du reste de l'Europe. C'est comme au temps de la dictature, quasiment. Il y a un autre pays d'Europe du Sud qui s'intéresse beaucoup à l'élection présidentielle en France, c'est la Grèce, et plus particulièrement la gauche grecque qui est un peu perdue quand elle nous regarde. Oui, effectivement, en Grèce, ils sont presque aussi largués que nous, c'est assez difficile pourtant. En tout cas, la gauche française ne met pas tout le monde d'accord au sein de la gauche grecque et de la gauche grecque radicale. Alors d'abord, il n'est plus au gouvernement, mais ses atermoiements sont assez intéressants. C'est l'homme à la moto, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, qui avait beaucoup surpris l'an dernier. Rappelez-vous, quand il avait fait l'éloge d'Emmanuel Macron, il avait dit plein de choses, être d'accord avec lui sur 80% des questions. Et il disait également partager la même vision des profonds défauts de la zone euro avec Emmanuel Macron. Et il a été encore plus difficile à suivre ensuite, parce qu'il a séché un meeting de Mélenchon, auquel il devait assister, auquel il devait participer,
pour finir par chanter les louanges du candidat Benoît Hamon sur son blog. De toute façon... C'est la gauche plurielle, lui, tout seul. C'est exactement ça. De toute façon, il n'est plus au gouvernement, il n'est plus chez Syriza. Et chez Syriza, justement, donc le parti au pouvoir, c'est pas beaucoup plus simple. Les élus de Syriza sont plutôt en soutien de Benoît Hamon et aux forces socialistes de manière générale. Seule personne, selon eux, de faire échec au néolibéralisme. Mais le Premier ministre Alexis Tsipras reste, lui, assez fidèle à Jean-Luc Mélenchon. En revanche, c'est pas chez Syriza qu'on trouve le plus gros fan club de Emmanuel Macron, parce qu'il a toujours appelé Tsipras à respecter ses engagements, donc à rendre l'argent, comme dirait l'autre. Puis rappelez-vous, il avait aussi qualifié le Front National de Syriza à la française, que Tsipras n'avait pas dû beaucoup apprécier. Anna Navarro-Pedro, que peuvent craindre les Grecs des différents scénarios qui se profilent? Qu'est-ce qui va se passer pour la Grèce? Déjà, la Grèce a tout le problème de remboursement de la dette qui revient sur le tapis. C'est un pays qui n'a pas réussi à faire des réformes, à changer les fondamentaux économiques et même sociaux. Et donc, s'ils n'ont pas un allié à Paris, ils seront très mal et très isolés en Europe. Mais je crois que la Grèce a une grande alliée française, qui est Christine Lagarde, qui insiste... La patronne du Fonds monétaire international. La chef de la FMI, qui insiste qu'il faut annuler ou couper en deux la dette grecque. Elle avait parfaitement raison. Je ne sais pas si c'est politique de droite ou de gauche, mais elle a raison. Et Macron, M. Macron aussi soutient cette politique. Donc, ce serait un clash sérieux avec M. Schäuble et les Allemands sur cette question-là. M. Schäuble, ministre des Finances allemand, qui pourtant soutient Macron, tout en étant chrétien-démocrate. Ah oui, il a dit qu'il va voter Macron. Il voterait Macron, s'il pourrait. On vote Macron en Allemagne? Oui, absolument. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle d'ailleurs pour Emmanuel Macron d'avoir choisi l'Allemagne? Chrétien-démocrate et socialiste voteraient Macron. Donc ça fait de lui c'est la grande coalition. Donc ça fait de lui, du point de vue de l'Europe, la grande coalition gauche et droite. Est-ce que ça fait de lui, du point de vue européen, un conservateur, quelqu'un qui ne bouleversera pas tout, ou un ferment d'espérer? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer pour vous dans cette campagne? À mon avis, c'est probablement le seul. Enfin, c'est le seul qui est dans son programme, le développement de l'Union européenne, le développement de la zone euro, le développement de l'intégration de la zone euro. Il propose un budget pour la zone euro, un ministre de l'économie et de la finance pour la zone euro, davantage de coopération et un rééquilibrement de la politique. C'est-à-dire que l'Allemagne serait obligée à investir davantage et réduire son excédent commercial. Alors que c'est une bonne proposition, à mon avis. Et de l'autre côté, l'Union européenne pourrait investir aussi parce qu'elle serait dotée de... Enfin, la zone euro plutôt, elle serait dotée de ce budget. Et surtout, Thomas, n'est-ce pas, que Macron, point de vue de Berlin, je dirais Berlin récemment, à Madrid aussi, c'est quelqu'un jeune. Il n'y a pas toute cette histoire... On en guérit. Non. C'est le résultat du dégagisme que vous évoquez. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de responsables politiques qui arrive en France et qui peut donner des raisons d'espérer? Curieusement, ceux qui sont les plus fâchés avec l'élite française ne parlent pas de Macron comme l'exemple de renouveau pour eux. Mais bien sûr, parce que Macron, c'est un homme du sérail quand même, c'est un homme du sérail, c'est un homme d'une certaine élite, c'est un homme décousu aussi complètement. Oui, mais qui n'a pas un long parcours politique derrière lui. Ce qui est très étonnant dans cette campagne... Mélenchon, c'est un homme du système. Oui. C'est un homme qui a passé 40 ans dans le système et maintenant il se présente comme le révolutionnaire. Chacun son tour. Macron, c'est le seul à qui on pourrait reprocher ou attribuer un héritage de ce gouvernement, eh bien, puisqu'il a été ministre et il a mis son empreinte sur plusieurs mesures impopulaires, c'est le seul à qui on ne reproche jamais rien. Donc peut-être que c'est là le signe du renouveau dont vous nous parlez, d'espérance, puisqu'on fait table rase, on efface le tableau très facilement et on lui redonne une virginité politique. Peut-être que c'est un signe d'espérer dans ce pays, c'est tout. Claude. Si la France n'élit pas le candidat de votre cœur, donc M. Macron, que faites-vous, vous les Allemands, de nous Français? Est-ce que vous nous donnerez plus que vous avez donné aux Grecs, petit pays, ou aux Anglais, aux Britanniques réfractaires? Est-ce qu'un vote réfractaire de la France peut paradoxalement amener à un renouveau de l'Union européenne? Parce que vous, Allemands, iriez nous chercher. Non, mais faut pas oublier une chose, c'est pas l'Allemagne qui fait la politique européenne. C'est quand même... Non, je suis désolé. C'est la première puissance économique de l'Union européenne, et de loin. Ce sont les institutions européennes qui font la politique européenne. Mon problème avec l'Allemagne, c'est plusieurs candidats français. Je dirais qu'une coopération avec Fillon serait vachement difficile.
Parce que... À cause des casseroles? À cause des affaires? À cause des casseroles, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mois de janvier, Fillon était à Berlin. On l'a accueilli, le chef de la chancellerie l'a accueilli comme le nouveau président de la France. Il dit, on va coopérer comme on n'a jamais coopéré. Et après, ça se termine avec l'appel de Schäuble à voter Macron. Donc, les casseroles sont là, le fait qu'il n'a pas dit la vérité plusieurs fois et le fait que le CDU, donc les chrétiens-démocrates, sont prononcés contre lui et en faveur de Macron. Denis McShane. Donc, ça freine beaucoup la coopération. Je donne raison à Thomas. J'étais frappé, j'ai fait des débats presque tous les jours pendant la campagne de Brexit il y a un an. Et donc, après 2-3 minutes d'un homme de droite, d'un homme Brexit, la germanophobie ressort. Et le problème est que le mot Führer est maintenant interdit en Allemagne. L'Allemagne ne prend pas de leadership, n'ont pas de consignes, n'ont pas énormément de domaines. Donc il faut cesser de toujours taper sur Berlin. Ce que vous appelez la germanophobie, ça a fait gagner les Brexiteurs. Surtout l'immigration. C'est surtout l'immigration. C'est une politique. Quand j'entends Marine Le Pen, et franchement, quand j'entends François Fillon cette semaine, tapons sur l'immigration, sur les étrangers, c'est exactement le même discours dans les 2-3 semaines arrivant vers la fin du campagne Brexit. Et ça marche. Merci à vous trois. Ce sera le mot de la fin. Merci, l'émission continue. Dans un instant, Xavier Mauduit nous fera décoller à la recherche des gros cailloux qui tombent du ciel. François Saltiel, lui, accrochera des banderoles anti-Trump jusque dans les étoiles. Mais d'abord, désintox. Ce soir, nos fins limiers de la vérification de l'info s'attaquent à Nathalie Arthaud. La candidate de Lutte ouvrière veut s'en prendre au salaire des patrons. Mais au fait, ça gagne combien un patron ? Les patrons sont une cible privilégiée pour Nathalie Arthaud, la candidate des travailleuses et des travailleurs. Mais en dénonçant leur salaire démesuré, elle prend le risque de mettre tous les patrons dans le même sac. Dans son programme, elle s'attaque ainsi aux grands PDG dont les salaires ont augmenté de 65% en 10 ans. Vous savez de combien ont augmenté les salaires des PDG en 10 ans? De 65%. Renchérit-elle sur RFI. Sur France 2, elle s'insurge. Quand on voit les profits, quand on voit les PDG à 300-400 fois le SMIC. Mais de quel PDG parle-t-elle ? Une étude de l'INSEE de 2007 montrait que le salaire d'un patron d'une entreprise de 50 salariés n'a en effet rien à voir avec celui du PDG de Renault ou de Sanofi. Alors que le salaire moyen des PDG des petites entreprises était de 43 300 € annuels net, celui des PDG des entreprises de 50 salariés s'élevait à 127 000 €. Largement plus, mais loin de 300 fois le SMIC. Lors d'une autre interview sur Radio Classique, Nathalie Arthaud a précisé qu'elle évoquait les patrons du CAC 40, ce qui change tout sans lui donner forcément raison pour autant. Si certains grands patrons ont largement augmenté leur salaire, comme celui de Schneider Electric qui a connu une hausse de 86% entre 2014 et 2015, ce n'est pas le cas de tous les patrons du CAC 40. Selon une étude du cabinet Proxinvest, la rémunération moyenne des présidents exécutifs a même légèrement baissé entre 2006 et 2015. Dans son combat contre les patrons gloutons, Nathalie Arthaud a donc un peu tendance à tous les confondre. Ils sont forts des intox, ils défendent même les patrons. Prenez-en de la graine. Salut vous deux. Bonsoir. Salut Renaud. Quelle surprise, Xavier, François, quel bonheur. Alors on va commencer avec vous, Xavier Mauduit. Allons-y. On y va ? Ouais. Alors Xavier, j'ai pas bien compris parce que hier soir donc c'était la fin du monde. Normalement. Enfin presque. Ouais. Un astéroïde donc de 600 mètres de large a frôlé la Terre, enfin quasiment frôlé. Et vous, Xavier, ça vous a rappelé donc une histoire de vieux cailloux ? Ouais, direction l'Alsace. Oui, on va parler des vieux cailloux. Le 7 novembre 1492, entre 11h et midi précisément, à Ensisheim, c'est pas très loin de Colmar, un énorme coup de tonnerre suivi d'un long fracas surprend la population. Quelque chose vient de tomber du ciel. On imagine, les paysans sont là tranquilles, ils gardent leurs moutons, peinards, et là, on s'attend à moutons. Et là, donc, ils se précipitent dans le champ et ils trouvent une grosse pierre, 260 livres, c'est-à-dire pas loin de 130 kilos. C'est quand même la stupeur, elle a fait un gros trou dans la terre. Il faut dire qu'en cette fin du XVe siècle, vous voyez, toute anomalie dans l'ordre normal des choses est perçue comme un message venu du ciel, comme un signe divin. Donc les paysans se précipitent tous, ils tapent sur la pierre parce qu'ils veulent des petits morceaux pour s'en faire des porte-bonheur. Les autorités, elles, beaucoup plus sages, mettent la pierre à l'abri. Bon, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Nous, on sait que c'est une météorite. Mais à ce moment-là, il y a l'idée que le ciel est quelque chose d'immuable. Donc, ce phénomène est sans doute une conséquence atmosphérique. On parle d'ailleurs de pierre de tonnerre, si on est sensible au bruit, ou bien de pierre de foudre,
si on est sensible plutôt... De pierre qui roule aussi. De pierre qui roule et qui n'amasse pas moule. Non, alors tout de suite, la nouvelle se répand énormément parce qu'il y a l'imprimerie. Et oui, c'est une nouveauté. Et dans cette histoire, le plus malin, le plus opportuniste, c'est Maximilien. Il est roi des Romains, c'est-à-dire qu'il est candidat au trône du Saint-Empire romain germanique. Et lui, il se rend sur place et il dit... Eh bien, cette pierre, c'est un signe qui annonce ma victoire. Bah voilà. La pierre, il l'a fait mettre dans l'église. Et puis, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que quelques mois plus tard, effectivement, il est élu. C'est Maximilien Ier. Alors lui aussi, il en prend des petits bouts. Et puis, c'est pas le seul. Tout le monde en prend des petits bouts. C'est-à-dire que cette pierre, qui à la base faisait pas loin de 130 kilos, aujourd'hui, vous pouvez toujours la voir à Ensisheim. Eh bien, elle en fait 53. Ah bah oui, tout le monde s'est régalé. Alors, pas d'inquiétude à avoir, parce que le stock n'est pas loin d'être terminé. Il y a toujours des astéroïdes au-dessus de nos têtes. Apocalypse Now, un scénario catastrophe désormais proche de la réalité et qui a bien failli se réaliser le 23 mars dernier. Digne des meilleurs films de science-fiction, un astéroïde d'un diamètre de plus de 800 mètres a frôlé notre planète Terre à 800 000 km de là. Ouf, on a eu peur. Bonjour le grand frisson. Ah bah ce sont des effets spéciaux des années 80. Ça fout les jetons, acheter comme ça. Alors François. Oui, Renaud. À vous. Oui. Ça plane pour vous, François. Pas mal. Ça plane tellement donc que même vos amis astronautes là, se mettent à insulter ce pauvre président Donald Trump. Et oui. C'est du propre. Voici la première insulte venue de l'espace à l'encontre du président Trump. Le réseau de l'agence spatiale autonome a envoyé il y a quelques jours un ballon météorologique à plus de 27 000 km d'altitude grâce à 3 mètres cubes d'hélium. Sur ce ballon est accroché un GPS, une caméra et un message sous forme de tweet, un message violent qui dit « Look at that, you son of a bitch », qu'on peut traduire, Renaud, par... Je suis nul en anglais, je vais vous laisser. Voilà, bon. Allez-y. Fils de la plage. Voilà, fils de la plage, voilà. Alors, ces astronautes. Soleil de la plage. Soleil de la plage. On peut traduire comme ça. Alors, ces astronautes activistes, avec cette envolée lyrique et spatiale, dénoncent les coupes effectuées par le président Trump sur le budget de la NASA. Une diminution qui compromet fortement des missions qui sont pourtant essentielles pour mieux comprendre les dangers du changement climatique. En gros, ils s'insurgent contre le manque de conscience écologique du président Trump et lui font savoir comme ça en haut de l'espace pour lui montrer à quel point la planète bleue est fragile. C'est peut-être le premier pas du militantisme spatial. Alors en attendant d'autres happenings... S'ils se mettent en grève, ils ne redescendent pas, c'est ça? Oui, voilà, ils ne redescendent pas. Voilà. Alors en attendant d'autres happenings cosmiques, certains opposants ont eu eux aussi une idée un peu loufoque, plus terre à terre, mais toujours à partir de tweets. Ils ont confectionné un drôle de petit robot. Sa mission est imprimer les tweets postés par le président Trump en temps réel. Il les imprime sur un ticket de caisse, les découpe et les brûle à l'aide d'un Zippo. Voilà, histoire de prouver que finalement les propos du président méritent seulement de partir en fumée. Alors ensuite, cette vidéo... Vous êtes le MacGyver. Ah, le MacGyver, j'adore le générique, je l'ai encore en tête. Alors cette vidéo d'un autodafé d'un nouveau genre est ensuite envoyée directement sur le compte du milliardaire incandescent. Pas certain non plus que ces innovations, pourtant très originales, perturbent grandement le président qui va continuer malheureusement à jouer avec le feu. Oh, alors là, feu, chapeau là, feu follet. Là, je suis en vieux. Merci les amis, mais là c'est déjà terminé. Pourtant, on ne s'en lasse pas. Merci en tout cas de votre fidélité à 28 minutes. Pouf pouf, les autres vous les ferez hors antenne. À suivre sur Arte, on n'est pas couché. Une mini-série anglaise drôle et grinçante, main basse sur Pepys Road, ou les lettres anonymes d'un corbeau qui sème le trouble dans une rue londonienne avec le génial Toby Jones. Et nous, on se retrouve demain à 20h05. Bis morgen. Tchuss. Allez, des blagues. Allez.